Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e rendez-vous des Handgoods en direct, relayé par YouTube. Donc aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous allons développer différents sujets en rebondissant sur les questions que vous nous avez postées durant toute la semaine. Alors, vu les différents supports, il y a énormément de questions. On ne pourra peut-être pas toutes les aborder, on va faire au mieux. Par contre, à partir de la semaine prochaine, nous allons tenter une nouvelle formule afin d'être plus en interaction avec vous, parce que sinon, là, ça fait des questions à l'écrit et des réponses à l'oral et il n'y a pas réellement de dialogue. Donc, en l'occurrence, on pensait regarder une vidéo de quelques minutes sur un sujet donné et développé par le TVP, et ensuite, cela nous ouvrirait en fait un débat directement avec vous. Donc, si vous pouviez être présent sur l'antenne, ça pourrait être sympa. On espère ainsi que ce sera encore plus une relation de proximité et de questions-réponses actives. Voilà, donc la première question qui nous a été posée en réaction de la vidéo de la semaine dernière est The Venus Project est un modèle de société qui m'inspire énormément. Tant mieux, merci. N'étant ni chercheur, ni ingénieur, ni agriculteur, ni géologue, j'aimerais avoir une réponse très pragmatique à cette question. Sommes-nous certains d'avoir accès à une abondance des ressources? Certaines ressources ne sont-elles pas par nature limitées? Si tel est le cas, pouvez-vous nous expliquer les processus qui nous permettraient d'avoir accès à ces ressources? Alors, les ressources, bien évidemment, c'est le sujet central puisque nous parlons d'économie basée sur les ressources d'EBR. Et que cette notion est la clé de voûte du TVP et que l'accès à cette EBR passe par la gratuité qui est l'outil maître de ce concept. Déjà, ressources, on va le définir puisqu'il est à entendre dans sa globalité, c'est-à-dire que ce sont non seulement les matières premières naturelles, les renouvelables comme les non renouvelables, qu'elles soient animales, végétales ou minérales, mais ce sont également les savoirs, c'est-à-dire les sciences, les techniques, les matières transformées. Et en ce sens, l'homme est une ressource et pas des moindres. Alors pour ce qui est des renouvelables, même si beaucoup de professionnels, les biologistes particulièrement, annoncent et avec raison que nous sommes dans une 6e extinction de masse, il y a énormément d'articles, moi j'ai noté celui de Notre Planète Info, qui est très très bien fait sur les 6 extinctions différentes. Nous savons que la biodiversité pourrait encore être suffisante si nous réagissons assez rapidement. Alors à l'exemple des graines de tomates, que je reprends souvent, il suffit d'une tomate pour en produire exponentiellement plus à chaque nouvelle génération de germination. Pour ce qui est des variétés, même si nous en avons perdu et continuons d'en perdre de nombreuses, l'hybridation peut à nouveau permettre de pallier au problème de la variété unique, qui évidemment est dangereuse en cas de maladie ou de problèmes liés à cette espèce. Alors pour ce qui est de la terre arable, donc la terre arable, je rappelle, c'est la partie labourable et cultivable de la terre. Si elle se fait rare ou est en piteux état, pendant le temps nécessaire pour l'aggrader, c'est-à-dire la remettre en fonction, c'est un verbe que j'ai appris récemment, merci Jean, grâce à des techniques telles que la permaculture par exemple, nous maîtrisons des techniques telles que l'aquaponie, qui permettent grâce à l'action de l'eau, des poissons, mais également de leur déjection, qui sont riches en azote, ammonium, phosphore, potassium, etc., et qui sont les nutriments pour les plantes. Donc ça nous permet de pouvoir faire pousser hors sol. Donc dans l'ensemble, pour tout ce qui est de l'alimentaire, nous n'avons pas de soucis majeurs. Il y a des problèmes, mais il n'y a pas de soucis majeurs. Alors comme énoncé plusieurs années de suite, depuis les années 2000, par les différents rapports de Jean Ziegler, qui était donc le rapporteur officiel sur l'alimentation et la faim auprès de l'ONU, la planète produit de quoi nourrir près de 2 fois sa population. Et sachant, comme vu la semaine dernière, qu'à partir de 2050, nous allons diminuer en population, il n'y a pas de fondement alarmiste. En conclusion, moins de richesse en diversité, mais pas de catastrophisme en vue côté alimentaire. Le problème est lié à la tenue du système du marché, c'est-à-dire les coûts, les profits, l'illusion de la rareté, la non-redistribution des surplus, le type d'info qui est diffusé, mais pas à la production, transformation, distribution, savoir et connaissances liés à ce sujet. Alors un très bon exemple de ces connaissances est à visionner sur Les Moissons du futur de Marie-Monique Robin, qui est une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc nous disposons de suffisamment de ressources nourricières, de technologies et de compétences pour tout ce qui est alimentaire. Au niveau aliments, Jean, tu voudrais rajouter quelque chose ou c'est bon? C'est bon? Non, pas dans l'immédiat. D'accord. Donc je n'ai pas présenté mes 2 collègues, mais comme la semaine dernière, Jean, donc spécialiste en permaculture. Pas spécialiste, je me spécialise. Grosse nuance. En cours de formation. Tu as déjà de très gros savoirs. J'ai des notions, quoi. Ouais. Et derrière les manettes, donc, nous avons Seb, qui est le président de Civilisation 2.0, donc l'association relais officielle,
du TVP, côté francophonie. Bonsoir à tous. Voilà, le bonsoir. Donc l'un comme l'autre, hein, quand vous souhaitez intervenir, surtout n'hésitez pas, faites-moi signe et intervenez, puisque nous préparons ces rencontres à tous les trois. Donc voilà pour l'alimentaire. Alors pour l'eau, nous détenons également différents savoirs pour le traitement des eaux usées. Je ne vais pas énumérer, il y en a énormément. Nous savons également pré-traiter l'eau pour purification et produire de l'eau potable. Alors ces sujets sont entre autres très bien expliqués sur Wikipédia, sur la rubrique purification de l'eau et production d'eau potable. Vous pouvez regarder, il y a une énumération assez conséquente. Enfin, dernier élément, nous savons désaliniser. Et si l'eau saline est présente sur 72% de la surface du globe, n'oublions pas qu'en volume, elle représente 98% du globe. Parce que l'eau, c'est du mètre cube et non pas du mètre carré. Alors bon, en surface, c'est important. Ben, en volume, ça l'est encore plus. Également, on sait récupérer l'eau depuis l'air. Alors jusqu'à hauteur de 25 litres d'eau par jour actuellement pour certaines techniques domestiques et bien plus par technique industrielle grâce à des capteurs d'humidité d'air. Là, pareil, vous pouvez taper faire de l'eau à partir de l'air sur un moteur de recherche, vous verrez que les innovations ne manquent pas. Le top pour ce qui est de l'eau, c'est une publication de l'UNESCO qui est parue en 2002 et qui montre que nous disposons de 42 700 km3 d'eau potable par an. Donc ce sont les eaux pluviales essentiellement. Alors ça représentait à l'époque 6500 m3 par personne et par an. Or, en 2013, nous usions, entre guillemets, 650 m3 par personne et par an. Donc le potentiel disponible est d'un facteur 10. Et la source, ce n'est pas un militant quelconque, c'est Claire Bord, qui est enseignante géopolitique, spécialiste de gestion de crise de l'École centrale de Paris. Donc que faut-il comprendre de cette info, puisqu'on n'arrête pas de nous dire qu'on est en pénurie d'eau? Alors une fois de plus, ce n'est pas un problème de pénurie ou de connaissances, mais de mise en place de moyens financiers, de choix politico-économiques, de stratégies géopolitiques. À l'exemple de la déclaration récente, là, de 2012, du président du groupe Nestlé sur la privatisation des sources d'eau. Donc ça, c'est à voir sur Le Monde. Ça s'appelle Nestlé et le business de l'eau en bouteille. Donc effectivement, tant qu'on nous fera peur, ce système marchand pourra fonctionner alors que nous ne sommes pas du tout en pénurie. Mais ça, c'est de l'instruction. Il faut absolument aller chercher l'information. Par contre, pour l'air pollué, il en va comme pour l'eau. Hein, les exemples foisonnent. Nous détenons des outils et des démarches de dépollution. Alors ça, pareil, pour le traitement de l'air, vous pouvez avoir de l'info tout simplement, ne serait-ce que sur Wikipédia. Ce qu'on peut dire par rapport à l'air pollué, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie représente 33% des gaz à effet de serre, l'agriculture élevage 26%, mais que leur fonctionnement énergétique pourrait être fourni par une combinaison à base de plusieurs ressources renouvelables, telles que l'hydroélectricité, la géothermie, l'houlomotricité, la marémotricité, le solaire, l'éolien, etc., etc. Donc les mêmes solutions sont applicables au chauffage, qui lui représente 11% des gaz à effet de serre. Il nous resterait en fait à gérer essentiellement les transports, qui eux sont responsables de 25% de ces gaz, en sachant que des solutions commencent à être prises en considération, à l'image des véhicules électriques, hybrides, ou des trains à sustentation magnétique. Et je ne parle là que de ce qui est sorti. Je ne parle pas des différents brevets qui sont soit dans des tiroirs, soit en cours d'élaboration. Donc, au-delà de ces solutions, si vous désirez encore plus de détails sur ces sujets, vous pouvez consulter les articles sur Civilisation 2.0, ainsi que certaines des vidéos en ligne, enfin, sur ma chaîne YouTube. Donc, nous n'avons pas de souci majeur d'air, d'eau, de nourriture, c'est-à-dire des ressources premières et renouvelables. Des ajustements, ambitieux même pour certains, sont à prévoir à cause des boucles de rétroaction dues à nos comportements, comme la problématique du climat. Mais si on imagine que 7 milliards d'individus délivrés de la servitude et de la corvéabilité quotidienne pouvaient chercher et imaginer des solutions, si on leur en laissait le loisir, c'est un potentiel que nous n'avons jamais exploité. Donc là, il y aurait certainement matière à faire. Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Alors, si ce que je viens de vous dire vous surprend, ou si vous pensez que ces conclusions sont totalement hallucinantes, je vais prendre un petit exemple que je prends régulièrement. Je vais vous dire, pensez à ceci. Dans ce système, si j'ai un gravillon dans une main et un diamant dans l'autre, lequel allez-vous choisir si je vous demande de choisir? Automatiquement, vous allez prendre le diamant. Alors pourquoi? Pas forcément pour sa beauté, sa forme, son poids, juste pour son prix. En fait, sa rareté fait son prix. Alors comment voulez-vous que dans un monde basé sur l'argent, on ne vous incite pas dans vos choix? Et comment voulez-vous qu'on ne crée pas la rareté ou l'illusion de la rareté pour vous inciter à dépenser? Deuxième élément, et pas des moindres, si les news que l'on a quotidiennement ne relayaient pas de la peur, des catastrophes et du sensationnel, les gens les regarderaient-elles?
Combien de personnes vont regarder un reportage sur une technologie positive et combien vont regarder un talk show sur un sujet bien croustillant, sur la faim dans le monde, la prostitution comme moyen de survie, la maltraitance dans les usines, etc. etc. Alors pourquoi? Au-delà de la curiosité, est-ce que la misère plus prononcée des autres ne nous rassure pas en nous permettant de nous sentir privilégiés, et ce, quel que soit notre statut social? Dans un monde où le pouvoir d'achat du plus grand nombre diminue au nom du profit de quelques-uns, quel est le rôle du relais média? Je vous laisse y répondre par vous-même. De la même façon, on peut voir que le prix de l'immobilier flambe constamment, alors que paradoxalement, pour ce qui est de l'habitat, depuis la maison Ecodome, qui coûte quelques milliers d'euros à mettre en place, en passant par le contour crafting, l'impression 3D, jusqu'à la ville sans déchets du projet TVP, les idées, projets et réalisations ne manquent pas plus que les ressources naturelles, les technologies et les humains. Même dans notre lutte contre les fléaux naturels, nous trouvons des solutions, à l'image par exemple de la ville qui se soulève en cas de tsunami. Alors ça peut paraître totalement hallucinant. Personnellement, j'ai pris du temps avant de bien comprendre l'article. Cet article s'appelle « Un village dans le ciel bientôt au Japon » et il est consultable sur civilisation2.org. Donc, on se rend compte que pour l'accès aux biens comme aux besoins, tant que ces sujets seront dépendants de l'économie, du pouvoir d'achat, du coût financier, il est clair que notre pensée sera orientée sur le seul profit réalisable et la compétition. De fait, nous ne pourrons tendre vers un équilibre satisfaisant pour la survie de chaque individu. La pseudo-loi du marché ne pouvant fonctionner autrement que dans un rapport de force stratifiant les différents échelons, depuis la grande misère jusqu'à la super-richesse. Elle est vectrice d'envie, de jalousie, de possessivité, de conflit et donc de guerre. Donc la vraie question maintenant est, aujourd'hui que nous disposons des savoirs, des technologies et des ressources nécessaires à la gratuité des besoins fondamentaux, devons-nous encore avoir recours à cet outil obsolète et destructeur qu'est devenu l'argent? Alors pour les énergies non renouvelables, je ne vais pas détailler chaque élément ainsi que chaque source, car ce serait long et fastidieux à écouter, mais vous pouvez mener vos recherches auprès des sites qui me servent de référence, comme par exemple ceux de Jean-Marc Jancovici, qui est un grand spécialiste de l'énergie et du non renouvelable, sur Wikipédia également, parce que le Wikipédia France est quand même très bien fait. Et ensuite, vous avez le site officiel des métaux qui s'appelle usgs.gov. Et tout ça, ensuite, vous pouvez le retrouver au détail en téléchargeant le doc qui va se trouver sous cette vidéo. Je détaille dedans toutes nos connaissances et les constats de l'état du non renouvelable. Alors, en lisant ce doc, qui est un petit peu copieux, vous constaterez que nous ne manquons de rien. En fait, nous ne sommes pas en pénurie de quoi que ce soit. Le problème est financier, géopolitique, et ne représente nullement l'état des ressources. C'est un problème de pouvoir de lobbyiste. Je fais descendre l'ascenseur, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Pour info, donc, puisque nous ne manquons de rien, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer l'état des choses? Donc, si on prend la géothermie, par exemple, j'ai découvert, en regardant énergie renouvelable sur Wikipédia, que la géothermie a été découverte 2000 ans avant Jésus-Christ, mais n'est réellement suffisamment exploitée que dans un seul pays, l'Islande, même si depuis 2009, les USA, les Philippines et l'Indonésie deviennent producteurs. Mais tout ça ajouté, ça ne représente que 0,0002% de l'énergie consommée dans le monde, alors que la totalité des sous-sols de la planète sont exploitables. Et enfin, une dernière info recueillie en avril 2014 sur Civilisation 2.0, c'est que le Kenya se met également à la géothermie pour un quart de sa puissance nécessaire. Par contre, ça se fait sous dépendance économique japonaise. Pour le marémoteur, par exemple, il reste à l'état quasi non exploité alors qu'il est testé et approuvé depuis l'époque romaine. Aujourd'hui, seuls la Corée et le Canada se sont intéressés un peu à cette exploitation. Pour le houlomoteur, donc l'énergie faite avec la houle, qui est approuvé depuis 2001, des exploitations minimes n'existent que sur 2 lieux, l'Écosse et le Portugal. Pour la France, prière d'attendre 2017 pour le premier lieu d'exploitation. Alors voilà, je ne vais pas continuer, mais ce sont là quelques exemples qui prouvent le poids décisionnel en fait de ces choix lobbyistes des exploitants d'énergie fossile, sachant que pour les énergies les plus exploitées, telles que le pétrole, le charbon, le gaz et l'uranium, 40% de la consommation primaire est perdue avant la consommation finale, déperditions dues à la chaleur, au transport, etc., etc. Donc, en plus, nous avons un énorme gaspillage sur les denrées rares. A contrario, le potentiel des énergies renouvelables est gigantesque. Alors, actuellement, nous consommons l'équivalent de 13 gigatep d'énergie. Donc, les gigatep, le TEP, c'est la tonne équivalent pétrole.
Et l'estimation haute prévue pour 2050 est de 18 gigatep. Juste pour info, le solaire à lui tout seul représente 50 gigatep, soit 420% du besoin mondial primaire. La biomasse représente 6 gigatep, soit quasiment la moitié de notre consommation actuelle. L'éolien, 4 gigatep, donc 330% du potentiel mondial de production énergique actuelle. Production électrique actuelle. Donc on pourrait continuer comme ça, hein, je vais pas toutes les développer, vous pouvez les retrouver sur le doc. En tout cas, toutes les infos citées, qui ne disposent pas de lien direct, proviennent de Estelle Lacona, qui est enseignant-chercheur également à l'École de Paris et qui travaille en collaboration avec Jean Ten, Bernard Tamin, sous la direction de Pascal Dacosta, pour France Université Numérique, donc les MOOC de l'École centrale de Paris, en énergie et développement durable. J'en profite pour faire une petite parenthèse en disant que ces MOOC, donc faits par le France Université Numérique, sont gratuits, hein, vous pouvez vous y inscrire et suivre en fait les cours au rythme qui vous intéresse, puisque ce sont des cours vidéo. Donc n'hésitez pas, ça vous permettra de vous instruire sur les sujets qui vous intéressent. Par contre, si vous désirez approfondir ces sujets sur l'énergie, d'autres sources d'infos sont disponibles sur une vidéo intitulée « L'essentiel simplement » que vous pourrez retrouver également en marge. Pour ce qui est de l'abondance, alors évidemment qu'elle est possible, d'autant plus que l'abondance ne signifie pas le gaspillage. Alors même si notre réflexe premier serait d'accumuler un maximum, si tout devenait gratuit, ce comportement changerait très rapidement, ne serait-ce qu'à cause de l'encombrement. Alors je vais reprendre l'image de mes petites tomates là de tout à l'heure. Imaginez que les tomates soient abondantes et qu'elles deviennent gratuites. Alors dans un premier temps, vous allez vouloir en ramener 100 kg chez vous. Maintenant, imaginez-vous avec les 100 kg de tomates chez vous. Deux possibilités, soit vous passez 48 heures non-stop à faire des conserves et à en manger matin, midi et soir, soit c'est la putréfaction au bout de 3 jours. Donc ce comportement ridicule lié à l'abondance, on l'aura tous au moins une fois, et puis on prendra conscience que l'absurdité de ce comportement. Pour preuve, il y a abondance et gratuité, par exemple, de gravillons, de cailloux dehors, et est-ce pour autant qu'on les accumule chez nous? Dans chaque ville, il y a des massifs de fleurs, est-ce pour autant que tout le monde se précipite la nuit pour déterrer les potées afin de mettre les fleurs chez soi dans son propre vase? Non. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous avons pris l'habitude d'apprécier des villes fleuries, et que nous avons pris l'habitude de voir que les gravillons sont à disposition. Donc il y a toujours deux, trois couillons pour faire un petit peu les lascars, mais ça reste ultra minoritaire. Donc pour les ressources, limitées par nature, les non renouvelables, les rares, il est plus question d'une bonne gestion dans un premier temps, mais surtout de connaissances mises à profit. La preuve, combien de minéraux sont déjà synthétisés, à l'image des quartz, des diamants, des turquoises, etc. Pour le pétrole, il existe également des alternatives que je viens de citer là tout à l'heure. Et puis, n'est-il pas motivant de se dire qu'il va falloir chercher au mieux pour récupérer nos bêtises? Alors, c'est un objectif que je pense qui est assez palpitant. Si l'on pense au plastique, par exemple, des personnes ont trouvé des débuts de solutions pour récupérer les continents plastiques qui dérivent actuellement sur toutes les mers du globe. Et c'est un super deal, je pense, de trouver comment les recycler. Pour finir donc sur ce chapitre des ressources, je vais faire une citation de Jacques Fresco, parce que celle-ci, je la trouve très très pertinente. Donc, je cite, « Nous avons plus que ce qu'il nous faut pour prendre soin de chacun sur cette terre. Si nous avons une pénurie de quoi que ce soit, il sera très facile à la science de trouver un matériel de substitution. Il n'y a aucun manque, si ce n'est de cerveau à Washington. » Voilà, c'est un petit peu méchant, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Voilà sur ce qui est des ressources en tant qu'elles-mêmes. Ensuite, on avait une question sur le processus d'accès. J'enchaîne sur le processus d'accès ou il y a une question, Seb? Allô, tour de contrôle. Alors, c'est moi. Il y a une question, donc d'ailleurs, j'en profite pour dire bienvenue à Florian, qui est arrivé sur le salon de discussion. Donc, une question de Florian, mais je crois qu'elle a été posée et que tu es pas si je ne me trompe pas. Alors, je ne t'ai pas compris. Par contre, je vois qu'il y a Florian là, qui vient de poser une question. C'est toi qui es en ligne, là, Florian? Ok. Bonjour, bonjour. Coupe ton micro. Ouais. Donc, ta question, là, c'est bonsoir, je voudrais savoir si le TVP France a déjà mis en place des activités pour mettre en œuvre une sorte d'autosuffisance en ressources. Je vais y répondre un petit peu plus loin, puisque j'ai eu une question à peu près similaire. Donc, tu vas avoir un début de réponse d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et si tu as des choses à rajouter dessus, je te reprends en antenne juste après. On est d'accord? À tout de suite.
Donc je continue la fin de la question du collègue de la semaine dernière. Donc il nous demande quel est le processus d'accès, lui, aux ressources. Alors donc, tout dépend ce qu'on entend par processus d'accès. Donc si par accès on entend aller chercher les ressources, les trouver, alors là, il n'y a plus de problème majeur de repérage, hein, puisqu'on peut repérer n'importe quoi depuis un satellite géostationné à 3000 mètres. On n'a pas non plus de problème de connaissance, puisqu'on a des savoirs ancestraux couplés aux nouvelles technologies. Et on n'a plus de problème de travail humain, puisque la machine remplace la corvée, le répétitif, même une certaine réflexion, et surtout la dangerosité. C'est-à-dire que même si c'est très profond, il n'y a plus besoin du coup de grisou, comme dans le temps subissaient les mineurs, puisqu'aujourd'hui on envoie des machines. Donc pour avoir un accès équitable, il ne reste qu'une seule donnée en fait à supprimer, c'est l'économie de marché. Donc ce dernier vestige d'un empire 8 fois millénaire qui s'est bâti sur une rareté qui existait à une époque et sur un temps de travail humain, mais tout ça, ça n'est plus d'actualité. Donc par contre, si par processus d'accès, on entend chaîne de production, distribution, stockage, etc., là on peut voir qu'à l'image des usines de voitures, on sait aujourd'hui que ça n'est plus l'humain qui gère cette chaîne, mais la cybernétique, c'est-à-dire la machine liée à l'informatique. Je me suis perdu dans mes notes, là. Non, ça y est. Il y a une vidéo qui détaille tout ça, qui est le poste de travail à venir pour qui. Voilà, donc si vous souhaitez, vous pouvez aller sur YouTube, visionner cette vidéo. Donc si par accès, on entend la transition entre l'économie financière et l'économie basée sur les ressources, alors on en a parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas me répéter. En gros, on a vu que ce n'est pas par une révolution qu'il faut penser cette transition, mais par une évolution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas subir, mais prévenir en comprenant le stade évolutif. Il ne faut pas réagir contre le système, mais agir par l'instruction et le relais d'infos. Alors ce n'est que lorsque la masse critique aura compris et sera rassurée, lorsque nous sortirons de nos peurs ancestrales, que la transition cessera. Nous vivons actuellement la fin de l'ancien modèle tout en bâtissant le nouveau. Donc son émergence sera fonction de nos réactions neurocognitives essentiellement, de notre adaptabilité à la pénétration de la nouveauté. D'où l'impératif de s'informer et de se former. Agir grâce à la connaissance plutôt que réagir à cause du sentiment. Alors tout comme le secteur primaire, c'est-à-dire les ressources non transformées, l'agriculture, on est passé de 70% de la population des travailleurs avant 1850 à 2% aujourd'hui. Le secteur secondaire, c'est-à-dire les ressources transformées, l'industrie, est passé de 70% en 1950 à moins de 20% aujourd'hui. Le secteur tertiaire, les services, suit la même voie. Donc le travail humain, en son sens poste de travail, c'est terminé, c'est du passé. Reste la créativité, l'envie, l'activité, qui sont des activités inhérentes à l'humain, à l'image du bénévolat, du loisir, du hobby, etc. Donc ces chiffres sur l'évolution du travail salarié, eux, vous pouvez les retrouver directement sur le site de l'INSEE. Donc en attendant l'effondrement complet de l'ancien système, visez le plus possible l'autonomie grâce aux complémentarités de savoir avec votre entourage. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'il faut penser aux synergies réticulaires. Alors, je l'explique parce que c'est deux mots qui ne sont pas forcément très faciles. Les synergies, c'est les mises en commun de moyens pour aboutir à un même but. Et le réticulaire, c'est fonctionner en réseau de connaissances afin d'être dans les complémentarités. Voilà. Il n'y a que comme ça, dans un premier temps, qu'on pourra s'en sortir. Ensuite, je vais prendre la question de Florian. Donc, je n'ai pas oublié... c'est un Florian aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le même Florian. Ah, si, c'est le même. Qui m'avait mis donc la semaine dernière. Qu'en est-il à propos du ZGuest Movement? C'est en anglais, mais vu mon anglais, je ne vais pas la répéter en anglais, c'est absolument déplorable. Je suis une catastrophe en anglais. Alors, donc pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il retourne, le ZGuest Movement, ou le TZM, ça a été la partie communicante et médiatiquement visible du TVP durant 2 à 3 ans. Je regarde en bas parce que j'étais en icône là, en bas de mon écran. Donc les recherches, études et mises en place du TVP datent de plus de 55 ans. Pour ça, voir tout ce qui se passe sur le centre de recherche de Vénus en Floride. Et le TZM, lui, est né en décembre 2008 sous l'impulsion, entre autres, de Peter Joseph et plus particulièrement de ses films documentaires. Alors pour résumer, assez rapidement, le TZM a prôné une action qui se rapprocherait de la révolution, c'est-à-dire chercher à faire tomber le système, tandis que le TVP aborde le changement par l'évolution, c'est-à-dire appel à l'instruction et à l'engagement par le positif et non pas par la manifestation. Alors on ne cherche pas à faire tomber le système, on le regarde tomber sans s'inquiéter puisque nous détenons des solutions pour le remplacer. Si je caricature, je dirais que d'un côté on cherche des coupables à faire payer et de l'autre on cherche à comprendre et à mettre en place sans conflit direct puisque perdu d'avance. On sait que si on va au conflit, on a perdu, ils ont tous les moyens. De fait, il y a eu éloignement entre les deux courants de pensée.
Alors, nombreux sont ceux qui pensent que c'est complémentaire. Pour exemple, le point de contact TVP Espagne, Vixi, c'est une personne qui est à la fois TVP et TZM. À titre perso, ce que je vois, c'est que les révolutions sont toujours très sanguinaires et au bout du compte, on change de tête au pouvoir, mais pas de fonctionnement. Donc le gentil qui mène la révolution, hein, qui que ce soit, devient au fil du temps un nouveau corrompu parce qu'il n'a pas le choix, quoi. Dans ce système de valeurs, on ne peut fonctionner autrement. Donc sur le fond, on ne change rien et les mêmes cortèges de misère, de pénurie, de conflits, de guerre sont toujours en place et les pauvres continuent d'être les grands perdants de l'histoire. Alors qu'on les appelle les esclaves, la plèbe, le tiers-état ou le peuple aujourd'hui, tant qu'il y aura stratification sociale, le nom importe peu, le statut restera le même. C'est en ce sens où je préfère un engagement évolutif de compréhension et de mise en place positive plutôt qu'une révolution passionnelle qui finira dans la désillusion après beaucoup de souffrances. Maintenant, je n'ai rien contre les TZM. Ils recherchent également la mise en place de l'EBR et en ce sens, je ne peux pas du tout les critiquer. Sur la démarche, nous sommes en désaccord, mais pas sur le but recherché. D'ailleurs, je dialogue régulièrement sur les réseaux sociaux, hein, par poste, bien évidemment, avec différentes personnes du TZM. Donc, pour être très clair, chacun sa pensée sur l'action TZM. En tout cas, il n'y a pas de chasse aux sorcières, ni de leur part, ni de la nôtre. Même si à titre individuel, c'est plus ou moins tendu selon les personnes, selon les tempéraments, les caractères, etc. Mais il ne faut pas mélanger individu et mouvement. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose sur le TZM ? Moi, j'avais lu sur le site internet que, je sais pas si vous m'entendez, hein. Oui, je t'entends. Ah, super. Donc, j'avais lu sur le site internet que je trouvais bien fait, qu'il y a eu un schisme pour des questions de droit d'auteur. Et Oui. ça m'avait semblé bizarre, en fait, puisque justement, je trouvais que l'idée des deux camps, finalement, c'était une ouverture complètement des droits. Alors, Avec des actuellement... en commun, en fait, des idées et pas... Pardon, je n'ai pas entendu la fin, excuse-moi, je t'ai coupé. Bien plus. Non, enfin, en gros, donc aujourd'hui, il y a le TZM d'un côté qui ont une philosophie et le Venus Project de l'autre. C'est ça. Et le TZM aujourd'hui fait une sorte de recrutement avec des entretiens, tout ça, cette semaine, ça s'est poussé quand même. Bon, je ne savais pas ça, je n'étais pas au courant. Oui. Je ne sais Sur pas. le site internet, en fait, on peut pas faire partie du mouvement comme ça, de Zeitgeist. On peut faire, comment dire, c'est bizarre parce que ils nous demandent en fait à chaque fois une lettre de motivation et ensuite ils nous posent des tas de questions et il y a des rendez-vous comme ça avec ce qu'ils appellent des gens qui sont agréés pour ça, ou ça doit être des gens qui font déjà partie du mouvement et qui voient, qui jugent en fait si on est bon à faire partie ou pas du mouvement. C'est bizarre. D'accord, Vas-y Jean, parce que peut-être tu es plus au courant que moi là-dessus. Ah non, du tout, je sais pas, ça doit peut-être nouveau, ça doit être propre à TZM France, sans doute, parce que j'ai pas eu du tout ce genre d'écho du côté anglophone. Je sais pas. Ouais. Bon. Ouais. Oui, j'avoue. Alors bon, moi je suis souvent en relation avec Jean-Michel, qui est le responsable régional Héros. Pour l'instant, non, j'en ai pas entendu parler. Maintenant, c'est peut-être une nouvelle démarche de leur part, c'est possible, pour recentrer un petit peu les choses et éviter effectivement les éléments qui débordent un peu dans tous les sens. Peut-être c'est un bien. Moi, ce que je peux faire, c'est te répondre par rapport aux droits d'auteur, effectivement, que ce soit TZM ou que ce soit TVP. Le problème, c'est que tant que nous sommes dans ce système financier, nous, tout ce qu'on essaye de mettre en place actuellement, que ce soit les films, les documentaires, bon, il y a d'autres types de projets, tout ça, ça demande de la maille, quoi. Et actuellement, ça ne repose effectivement que sur les bénévoles. La plupart des bénévoles sont des gens qui ne sont pas forcément très riches. Et que donc, pouvoir à un moment donné avoir des rentrées d'argent sans avoir forcément besoin de quémander auprès des gens, ça peut être intéressant. Donc, on dépose des droits d'auteur pour ça. Au-delà de ce principe, il y a aussi qu'à un moment donné, énormément de gens s'accaparent ton travail, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont le signer à ta place, alors que s'il y a un droit d'auteur de déposer, au moins, c'est pas, enfin, t'as passé des heures à bosser sur un sujet, c'est vrai que quand tu le vois signé par quelqu'un d'autre, ça te fait un petit peu bouillir. Et puis c'est de la récupération non fondée, et bien souvent avec une explication qui va déformer le propos, ce qui fait qu'après les gens sont perdus. Donc au moins, ce qui a un droit d'auteur est, je dirais, quelque part floqué TVP ou TZM, ça nous permet de dire, bah oui, ça c'est vraiment nous qui l'avons produit, et c'est vraiment, voilà. Ensuite, pour le payant, tu vois, je vois par exemple, sur les livres, actuellement, il y a 2 livres en français, donc il y a Concevoir le futur,
et la prospérité sans en payer le prix. Ben maintenant, concevoir le futur est devenu gratuit. L'autre, pour l'instant, il est encore payant, tout simplement parce que ouais, c'est du temps, c'est des gens qui travaillent, voilà, et qu'on a besoin d'un minimum de rentrée d'argent pour mettre en place certains projets et acheter les outils de communication, etc., etc. Voilà. Dans l'absolu, on préférerait tout donner. Hein. D'ailleurs, pendant quasiment 30 ans, Jacques Fresco a donné tout ce qu'il inventait, tout ce qu'il trouvait, enfin tout ce qu'il découvrait, non pas qu'il inventait, parce qu'on n'invente rien, on découvre des choses, c'est différent. Et puis ça a été récupéré par l'industrie marchande pour en faire quoi? Des fusils, des canons. Bon, c'était pas très drôle, quoi. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué, par exemple, dans l'imagerie médicale, qui s'est beaucoup impliqué dans la 3D, parce que la 3D, elle est bien évidemment valable pour le cinéma, mais également pour le médical, etc. Tu regardes sur Wikipédia, Jacques Fresco, il y a une liste pas possible de créations. Ces trucs-là, ensuite, ont été... Tu sais, c'est un peu comme Tesla, quoi, qui faisait du gratuit, qui a été récupéré par Edison, et Edison a fait du fric avec. Bon, ça met un peu les gâtes, quoi, tu vois. Donc, voilà, en fait, le principe aujourd'hui du trademark, je dirais, c'était pouvoir déposer et dire c'est notre travail et nous pouvons vous l'expliquer et non pas galvauder ce travail. Et deuxièmement, effectivement, essayer de récupérer de l'argent pour pouvoir continuer les recherches, continuer à faire de l'information dans ce monde où pour l'instant les choses ne sont pas gratuites. Pour le reste, je ne peux pas trop te répondre au niveau de tes EDEM. Ils ont sûrement leur raison, je ne les connais pas. Pour demander un CV ou une lettre de motif, je ne connais pas. C'est peut-être pour éviter effectivement les éléments perturbateurs. Je ne sais pas du tout. C'est bon, j'ai répondu à peu près à ta question. Oui. Seb, si tu essayes de me parler, je ne t'entends pas. Florian, vraiment, tu arrives bien pour des questions, il a levé les pouces. Si tu pouvais passer à la question suivante, parce que on va être un peu trop... J'y vais, c'est parti. Donc la question suivante, eh ben, c'est toujours notre collègue là qui est en ligne. En tout cas, je vous kiffe, ça c'est sympa. Je n'arrive pas à m'enregistrer sur le site, je vois que maintenant ça est enregistré, donc bon, bah, ça c'est tout bon. De toute façon, Seb va noter la démarche sous la vidéo. S'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à nous joindre, on va essayer d'expliquer ça peut-être un petit peu mieux. Ensuite, tu me dis, en lisant l'article que tu nous as présenté en début de vidéo de la semaine dernière, Internet va-t-il terrasser l'éducation nationale? Donc je vais en remettre un petit mot sur l'éducation. Terrasser, ouais, c'est un peu terrible, hein, c'est un peu guerrier comme expression. Plus sobrement, je dirais que c'est un très bon exemple d'évolution. L'outil web fait évoluer le rapport au savoir. Il n'y aura pas de disparition du présentiel, mais il va falloir s'adapter, ça c'est clair. J'aime beaucoup Michel Serres, le philosophe. Il a établi une chronologie que j'apprécie bien, où il dit il y a eu le stade quadrupède, on était comme les autres grands mammifères, hein, la gueule par terre pour nous nourrir, et le larynx capable de produire autre chose que des sons primaires. Avec la bipédie, la gueule qui ne servait qu'à arracher la nourriture et produire des sons de base est devenue une bouche à sons articulés et à vocabulaire. C'est un stade évolutif. C'est terminé, on n'est plus et on ne sera plus des quadrupèdes bruyants, mais des bipèdes à langage articulé. Ensuite, il y a 8000 ans, est apparue l'écriture. On n'a pas perdu l'oralité, mais on a rajouté un outil de stockage de données qui a remplacé l'oral sur ce qui était important pour la société. Il y a 1500 ans, en période de la Renaissance, avec l'imprimerie, ce nouvel outil de stockage s'est démocratisé. Donc, encore un nouveau stade pour l'humain. On ne perd ni l'oralité, ni l'écrit manuel, mais ce qui est important est imprimé. Aujourd'hui, cet outil, c'est numérisé. C'est encore un stade. Alors, à nous de nous adapter pour ce qui nous paraît être important. À terme, l'éducation nationale ne sera plus pertinente telle qu'elle fonctionne actuellement. C'est une vieille dame qui est très lourde et qui a des rouages très grippés. Cet outil a fait son temps. Voilà. Ceux qui le comprendront plus rapidement évolueront plus vite que les autres. Toujours pareil, hein, c'est Darwin, hein, adaptabilité ou disparition. Soit on comprend, on s'adapte, soit tant pis pour nous. Alors ensuite, il y a, et là je crois qu'on arrive sur la question que tu reposais là, à l'écrit, c'est serait-ce possible que le TVP France puisse créer une université générale sur des savoirs concrets comme l'agriculture, la phytothérapie, la mécanique, etc. En vidéo, qu'on trouve déjà aujourd'hui sur YouTube et divers blogs. Je pense à des vidéos telles que le générateur Undershot, le moteur HO, etc., etc. Autant de choses superbes qui peuvent réellement rendre les gens plus heureux, qui les apprennent, qui les appliquent, autosuffisants en énergie et sur ce point, mais sur plein d'autres encore, comme la médecine chinoise, la nutrition, la cuisine, l'histoire. Le TVP ne pourrait-il pas produire des vidéos d'enseignement en ligne, des métiers qu'il nécessite pour réussir ses objectifs? Je pense notamment à la liste du site officiel. Alors là, merci d'avoir posé cette question. Parce que bon, alors pour ce qui est d'une université en présentiel, c'est possible, mais pour le moment, on vient juste d'en parler, ça demande des fonds dont le TVP ne dispose pas.
Alors je dis possible car un premier projet de centre de recherche couplé à une université est en cours de préparation. Pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus, donc je vais pas m'avancer sur ce que je ne sais pas. Par contre, il y a une formation mentor qui se met en place. Alors ça, ce sont des bénévoles qui suivent une formation afin de pouvoir répercuter l'info ensuite, une info labellisée TVP, une info officielle. Seul souci pour beaucoup de Français, c'est que ces formations sont en anglais. Alors pour pallier à ce problème, l'association relais officielle du TVP France, donc Civilisation 2.0, prépare une partie collège qui permettra de se former. Le Handgo Class qu'on fait actuellement, c'est de l'information. Le collège, ce sera de la formation. Donc pour le moment, il y a différents modules sur le développement durable qui sont en cours. Ils regroupent des sujets comme la démographie, les ressources minérales, les énergies, l'habitat, l'alimentation, voilà, tout ce qui a rapport au développement durable. Ça devrait voir le jour d'ici à l'été 2014. Autre module mis en place aussi récemment, ça s'appelle les Amis de C2.0, qui entre autres permettra un partage des savoirs sur les métiers. Outil numérique, mais nous l'espérons également présentiel également sur un lieu, sur du foncier en France. Nous avons de nombreux projets, mais comme toujours, il faut du monde, il faut du temps, il faut de l'organisation et des moyens. Donc, nous ne sommes pas toujours, nous ne sommes toujours pas, du moins, dans un monde gratuit, donc ça nous prend un petit peu du temps. Des projets, ensuite ta question, c'était des projets tels que les incroyables comestibles pourraient être une réponse au stress de travailler pour se nourrir. Alors oui, bien sûr. Que ce soit les incroyables, les colibris, les gratiférias, les sites de dons, les initiatives se multiplient, ce qui prouve que la transition, c'est déjà une réalité, pour répondre à la question de tout à l'heure sur la transition. Nous sommes dedans, nous vivons actuellement. Le truc, c'est que ça ne se fait pas en 48 heures. C'est en ce sens où je pense que les initiatives positives sont une réelle démarche de mutation de civilisation. C'est plus productif que de défiler en disant non à ceci, non à cela, etc. Prouver que le peuple n'est pas un abruti, juste capable de se gaver de cola entre deux pubs médiatisées, ben c'est rassurant pour nous, mais c'est certainement aussi pour les pseudo-élites autoproclamées. Elles ont besoin de comprendre que nous ne sommes pas des moutons, et à nous de le prouver intelligemment. Alors voilà, c'est peut-être en ce sens, pour rebondir encore un petit peu sur le TZM, à titre personnel, je trouve beaucoup plus positif les incroyables comestibles, les colibris, les gratifères, tous ces gens qui font dans le positif, plutôt que de dénoncer en cherchant un coupable. Je dis, il faut qu'on fasse du positif, il faut qu'on se regroupe, et il faut que tous ces gens-là poussent dans le même sens, et automatiquement, ça aidera cette économie de marché à tomber d'elle-même, sans avoir besoin de défiler, de prendre des lacrymos plein la tête. Voilà. Ensuite, tu nous mets alimentation, énergie, transport, médecine, tout le savoir à réunir pour créer une autosuffisance monétaire. Où en est le TVP France en ce moment même? Je ne comprends pas bien la question, donc je vais répondre un petit peu, puis si je n'ai pas bien répondu, tu me feras signe. Donc nous ne cherchons pas une autosuffisance monétaire. Nous cherchons à tendre vers une gratuité qui passe par une autonomie, une indépendance, mais sans nous leurrer, à l'intérieur de ce système, nous aurons toujours besoin d'argent et d'échanges avec les services de la société. Alors même en marge de la société, si tu as mal aux dents, il te faut de l'argent pour aller chez le dentiste. Ou alors c'est le retour au Moyen-Âge, clou de girofle, arrachage à la pince, mais ça, c'est pas ce qu'on préconise, puisque nous, on est pour la haute technologie. Donc le TVP France réfléchit à un lieu de vie où pouvoir développer un style de vie qui tendrait vers une EBR, mais tout en sachant que l'EBR ne peut être effective que si elle est pensée de façon globale, c'est-à-dire dans tous les domaines et sur toute la planète. Sinon, elle est forcément vouée à l'échec. On ne peut pas vivre une enclave EBR, car cela impliquerait un lieu privilégié, et ce n'est pas le but recherché, et en plus, ce serait forcément un lieu qui entamerait des jalousies, des trucs et des machins. Donc maintenant, durant la transition, on met en place un maximum de paramètres prouvant concrètement le possible de ce paradigme, plus un showroom qui permettrait de comprendre, de reproduire et multiplier ce lieu partout où l'envie s'en fera sentir. Donc ce sera l'objectif de ce lieu que nous sommes en train de réfléchir, de ce lieu de vie, mais sans se renfermer sur lui-même. Bien évidemment, ce sera un lieu ouvert. Comme déjà dit, ça n'est pas une secte, c'est pas un kibbutz, ça n'est pas Auroville ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, ça répond à ta question? Super. Y a-t-il des réunions physiques ou des projets de construction ou d'aménagement de territoire avec la vision de ce projet? Bon, comme je viens de le dévoiler, c'est à l'état de projet. Donc l'idée a commencé à germer concrètement il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, nous en sommes à la phase recherche de lieu. Donc pas de faux espoirs. Donc pour le moment, on n'en dit pas plus, mais voilà, on a du partenariat prévu, on a des lieux qui commencent à se dessiner. On vous tiendra de toute façon au courant au fur et à mesure, bien évidemment. Ensuite, je ne sais plus si c'est toi ou pas, mais j'ai une question sur le revenu de base. On me dit, bonjour, le revenu de base ou inconditionnel serait-il le chemin pour la transition? Excuse-moi, j'ai une question de Alexis avant que tu attaques sur ce sujet.
vu le pourcentage effectif de véritables bons généralistes qui s'occupent concrètement d'instruire la totalité de l'humanité qui croit dans les deux sens du terme de manière exponentielle. Je t'entends pas, Seb. Attends, alors je vais couper mon micro au cas où ça puisse aider. La question est de ici, vu le pourcentage effectif de bons véritables généralistes qui s'occupent concrètement d'instruire la totalité de l'humanité qui croit dans les deux sens du terme de manière exponentielle. Je suis désolé, est-ce que tu peux me l'écrire parce que je ne l'entends pas? C'est possible d'avoir un copier-coller ou un truc comme ça? Je la relis. Tu l'as, toi? Bien. Ah, bah, vas-y, je t'écoute. Ouais. Voilà, donc question d'Alexis. Vu le pourcentage effectif de véritables bons généralistes, qui s'occuperait concrètement d'instruire la totalité de l'humanité qui croit, dans les deux sens du terme, de manière exponentielle? D'accord. Vu le pourcentage effectif de véritables bons généralistes, qui s'occuperait concrètement d'instruire la totalité de l'humanité? Alors déjà, bon, ça nous fait 7 milliards, voire 10 milliards pour 2050 de personnes à instruire. Je crois qu'au-delà du présentiel, on le voit aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qui est instruction numérique, on choisit, il n'est pas difficile, dans ce type de fonctionnement où il n'y aurait plus rapport effectivement au pouvoir d'achat, c'est-à-dire à devoir gagner sa vie, chaque personne qui maîtrise un domaine pourrait poster sa vidéo. Et de toute façon, après, je dirais que le choix se fera de lui-même, quoi. Aujourd'hui, quand vous cherchez une information, vous allez regarder 1, 2, 3 vidéos d'un quelqu'un. Si vous vous rendez compte que ce quelqu'un est un peu à côté du sujet, vous allez aller chercher une autre source et puis à un moment donné, vous allez tomber sur la bonne personne. Moi, je sais que par exemple, j'en parlais tout à l'heure, en énergie non renouvelable, si on prend quelqu'un comme Jean Covici, même si je ne suis pas d'accord avec l'intégralité de sa pensée, le savoir du mec, on ne peut pas le remettre en question. Et en plus, il est vérifiable. Donc, les bons généralistes qui s'occuperaient concrètement d'instruire, je dirais toute personne qui en a l'envie et qui en a les moyens. Les moyens, c'est-à-dire les savoirs, les connaissances, l'instruction et surtout la pédagogie, parce que ça ne s'improvise pas non plus. Ensuite, ça peut être, pour la personne qui n'aime pas communiquer par vidéo, ça peut être aussi dans son quartier, dans sa rue, etc., etc. Dès l'instant où on va avoir du temps, on le voit par exemple avec les incroyables comestibles, on peut reprendre ça de cette façon-là. Il y a une dame en Angleterre, il y a 2 ans, qui décide de faire un truc, et puis ensuite, par expérience, parce que ça a plu à certaines personnes, d'autres l'ont fait, puis se sont arrangés pour que ce soit encore mieux, encore plus organisé, plus rentable en termes de productivité de nourriture, et puis ces gens-là ensuite proposent effectivement des formations. Je vois actuellement, Jean serait bien placé pour en parler, Jean suit une formation sur la permaculture, ce sont des personnes qui elles-mêmes se sont formées et qui aujourd'hui redélivrent ce savoir. Je crois qu'il n'y a pas... il n'y a pas à chercher qui fera ceci, qui fera cela. De toute façon, vu l'état actuel de nos connaissances à tous, il y a très très peu de généralistes. Il y en a très peu. On a de plus en plus des outils de précision, des gens qui sont très précis sur un domaine donné, mais ce domaine devient tellement étroit au bout d'un moment qu'il n'a plus rien à voir avec l'holisme, c'est-à-dire qu'il est complètement en dehors de la réalité puisqu'il ne prend pas compte des différents domaines qui interfèrent avec ce savoir. Donc, ce qu'il nous faut, ce sont des généralistes. Les généralistes, pour l'instant, nous n'en avons pas beaucoup. Et même s'il y en a, ce sera un plaisir de pouvoir multiplier les sources, puisque ensuite, on ira chercher le pédagogue qui nous intéresse, la personne avec qui on a plus de feeling, ou etc., etc. Donc, je ne vois pas en quoi ça pourrait être un souci. J'espère avoir répondu à la question. Tu vois quelque chose à rajouter, Jean? Non? Voilà. Donc, ça se fera automatiquement, je pense. Voilà. Florian m'a mis, oui, mais si nous avons des dentistes chez TVP. Oui, alors, dès l'instant où, bien évidemment, il y aura toujours des personnes intéressées par la dentisterie comme intéressées par d'autres sujets. Dès l'instant où on est dans le TVP, dans un système EBR, les gens auront même plaisir, comme aujourd'hui dans le bénévolat, les gens auront plaisir à faire partager leur savoir, à soigner les autres. Il y aura toujours des gens passionnés pour nous soigner, des gens passionnés pour explorer les étoiles, des gens passionnés pour faire pousser une graine. Donc ça, c'est pas le problème, quoi. Donc
aujourd'hui, le problème, c'est effectivement ces gens-là, il faut bien qu'ils gagnent leur vie parce qu'ils ont des gamins à nourrir et puis un toit à payer et puis ceci et puis cela. Enfin, la problématique, elle est juste là, hein, elle n'est pas sur... Donc, pendant cette phase de transition, ben, effectivement, c'est essayer de donner un maximum de temps, c'est au sujet de la gratuité, ouais. Essayer de donner un maximum de temps au bénévolat, c'est pas facile pour tout le monde. Je pars sur le revenu de base. Alors, je reprends la question. Bonjour, le revenu de base ou inconditionnel serait-il le chemin pour la transition? Alors, cette question, je l'ai déjà beaucoup développée, mais en tout cas, merci de l'avoir posée. Donc, il est vrai que le revenu de base ou tout autre principe de redistribution financière, hein, sans contrepartie d'heures ouvrées, c'est un sujet de plus en plus débattu. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà consacré une vidéo réponse à un communiqué débat qui avait lieu il y a 1 an, que vous pouvez trouver en ligne sur YouTube. Il y a également un article qui est co-signé avec Morpheus, qui est disponible sur Agoravox, il y a 1 an également. Et plus récemment, il y a 6 mois, j'ai fait un récapitulatif sur les futurs possibles, qui est posté sur YouTube. C'est la 6e partie de la vidéo concernant le poste de travail à venir pour qui. Alors, afin d'éviter de me répéter, je vais condenser et imager mon propos. Donc, si l'on regarde à court terme et d'une façon affective, le revenu de base, c'est une superbe idée. Comment ne pas être d'accord avec le fait de donner l'opportunité aux gens de pouvoir vivre, même s'ils n'ont pas de travail? On ne peut pas être contre ça, hein, on est bien d'accord. Alors, ayant travaillé quelques années avec des grands démunis, des SDF, on s'aperçoit que le problème n'est pas le revenu, mais l'image de soi et la place que l'on peut se trouver dans la société. D'ailleurs, à ce propos d'image de soi et de place dans la société, j'en profite pour dire que SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Ça, on est tous d'accord. Mais les gens qui sont vraiment SDF, donc les gens qui sont à la rue, le clochard, entre guillemets, c'est un SD, c'est un sans domicile. Alors pourquoi on dit sans domicile fixe? Parce que est-ce que les gens sous Tipeee, sous Yourt, les gens du voyage, tout ça, est-ce qu'on veut les assimiler au SDF? Réfléchissez un peu à ce concept et je pense que là, on touche à quelque chose d'assez intéressant au point de vue de l'image qu'a la société de la personne qui ne veut pas suivre exactement le fil des choses. Donc, quand je dis que c'est l'image de soi, la place à trouver dans la société, je dis ça parce que régulièrement, on me traite de sans-cœur quand j'annonce que le revenu de base, ce n'est pas la solution contre la misère, qu'elle soit financière ou culturelle. Donc la misère culturelle, c'est ce qu'on appelait encore récemment le sous-prolétariat. Alors, il paraît sensé, hein, vu de l'extérieur, de se dire que c'est le manque d'argent qui casse les gens. Ils n'ont pas d'argent, alors ils sont désœuvrés, sans perspective, et ils sont juste bons à mendier. Alors non, c'est tout à fait l'inverse. Une fois de plus, pas de préjugés à l'emporte-pièce, il faut connaître son sujet. C'est parce qu'un système, un environnement, a rendu les gens inadaptés qu'ils sont cassés. Alors ces gens-là, vous pouvez leur donner l'équivalent d'un SMIC ou plus, rien n'y changera. C'est un comportement qui est à retravailler. Et ce comportement, cette image de soi, ça n'a rien à voir avec la notion d'argent, mais avec la perspective, avec le fait de donner du sens à sa vie. Voilà. Donc, donnez ce que vous voulez, tant que ces gens n'auront pas de perspective, de toute façon, ils continueront à aller mal. D'accord? C'est exactement la même problématique que de dire il ne faut pas qu'une enfant de 14 ans, j'en ai parlé il y a 3 vidéos en arrière, il ne faut pas qu'une enfant de 14 ans d'un pays pauvre soit enceinte, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas social, c'est pas ceci, c'est pas cela. Tant qu'on ne donnera pas les moyens à ces personnes d'avoir une espérance de vie qui dépasse 35 ou 40 ans, ils seront obligés de faire des enfants très jeunes parce que sinon ils seront morts avant que leurs enfants soient en âge d'être autonomes. Donc là, c'est exactement la même chose pour le SDF et le revenu de base. Le revenu de base, si ça ne donne pas l'autonomie à la personne, elle continuera d'être cassée. Voilà. Donc sa vie, il faut qu'elle ait un sens. Il ne faut pas qu'elle soit financière, il faut qu'elle ait du sens. Voilà. De plus, ce n'est pas un revenu de base dont on a besoin à l'intérieur de ce système, mais d'un pouvoir d'achat. Et ça fait une sacrée différence aussi. Parce que quel que soit le montant dont vous disposerez, le revenu de base ne vous rendra jamais autonome. Il continuera à être calculé sur la frustration, celle qui fait consommer pour se sentir en vie. À ce titre, regardez la vidéo « Le temps de cerveau disponible ». Ça explique ça très très bien. Ce qu'on veut, c'est que vous consommiez, c'est pas que vous soyez autonome dans ce système. Donc le revenu de base sera calculé pour que vous consommiez. Je vais faire une petite parenthèse, j'en profite parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur vu que j'ai beaucoup travaillé avec le monde des SDF. Donc, petite parenthèse sur le SDF. Avez-vous remarqué que le Stade de France, c'est mis en sigle, ça fait également SDF. Alors ce lieu, le SDF, il a une pelouse chauffée, tandis que les SDF, c'est-à-dire les sans domicile fixe, eux, ils dorment dans le froid sous des cartons. Alors on trouve ça complètement machiavélique. Mais quand on y réfléchit bien, lorsque l'on propose une manifestation gratuite pour lutter contre la misère de rue, pour aider les SDF, à l'image de l'association des Don Quichotte par exemple,
Au mieux, on va mobiliser quelques centaines de personnes. Lorsqu'on propose une manifestation sportive au Stade de France, au SDF, on mobilise quelques dizaines de milliers de personnes qui, elles, payent pour venir voir le spectacle. Moralité, dans une démocratie financière, la majorité ayant raison, logique que l'on privilégie le SDF au SDF. Réfléchissez 2 minutes à ça et vous verrez que les méchants ne sont pas que les riches que l'on indexe constamment. Dans ce système, nous sommes tous des méchants. Ensuite, vous pouvez extrapoler cet exemple sur la mobilisation extrême contre l'adoption par les homosexuels. Ça a été très chaud en France là, ces derniers temps, alors qu'il n'y a pas de manifestation équivalente pour stopper la pédophilie, par exemple. Donc voilà, les méchants ne sont pas facilement identifiables. Dans ce système, on est tous des méchants, chacun à notre niveau. Il ne faut pas l'oublier. Je reviens au revenu de base. Sachant que l'emploi ne reviendra pas, cela signifie que nous vivrons qu'avec le revenu de base. Alors, ce revenu de base nous permettra un niveau de vie dans la perspective haute, calqué sur celui du français moyen des années 80. Ce qui veut dire que l'on reproduit le principe du Fordisme, axé sur le gaspillage, la pollution, la surexploitation des ressources, etc., etc. Ce qui veut dire également qu'on ne résout en rien en termes de satisfaction sociale et encore moins en termes de réalisation de projets. Car aucun prêt, aucun crédit ne sera accordé à quelqu'un qui a un revenu de base pour réaliser un projet, puisqu'on ne pourra pas assurer un remboursement à échéance et encore moins des intérêts. Le revenu de base étant insaisissable, c'est comme si nous étions tous RSA ou RMI pour les plus âgés. Donc notre unique perspective, c'est citoyen de deuxième zone qui passe sa vie à survivre en attendant la mort. On ne résout rien non plus en termes d'envie, de jalousie, de conflit, de guerre. On perpétue le système. Donc à bien y réfléchir, lorsque les Européens ont créé les USA, ils ont parqué les Amérindiens et leur ont donné de quoi survivre, l'équivalent d'un revenu de base. Et regardez le résultat aujourd'hui. Lorsque les Français ont récupéré la Nouvelle-Calédonie, ils ont parqué et donné de quoi survivre aux Kanaks. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui de ce peuple. Aborigènes d'Australie, Maasai d'Afrique, on peut multiplier les exemples. Alors vous pensez vraiment que dans un système financier, les tenants du capital vont partager leurs profits pour faire ami-ami avec nous? Ils vont nous laisser monter au créneau, nous faire croire que l'on a gagné, et nous serons dans de jolies réserves à picoler et à regarder la télé. On aura l'impression d'avoir gagné parce que nous pourrons cultiver 3 carottes bio, raconter notre lutte sur les barricades de l'impérialisme. En fin de compte, on ne pourra plus rien faire. Alors ça, c'est une perspective de futur qui n'est pas très très intéressante. Et ça, c'est au mieux. Parce que si le revenu de base est en dessous du SMIC, ça signifie qu'en plus, nous devrons acheter que dans la grande distribution, puisque nous n'aurons plus les moyens de faire vivre les petits commerçants. Donc eux-mêmes deviendront rapidement floqués au revenu de base. Plus question de faire venir le plombier, le chauffagiste, etc. On n'aura pas les moyens. Donc, plus de professionnels du bâtiment, eux-mêmes, à terme, revenu de base. Ce qui nous fait une élite financière qui vit dans sa bulle, en autofonctionnement, gardée par des molosses armés défendant le système et qui seront satisfaits de détenir quelques compensations, quelques avantages au risque de leur vie, jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient remplacés par des robots tueurs, il ne faut pas rêver, et ils deviendront aussi revenus de base. Et en dessous, tout le reste, tous les revenus de base, en survie dans une espèce de bronx innommable. Quand il y a du manque, il n'y a pas de solidarité, il n'y a que de la survie. C'est du cerveau reptilien. S'il y a à manger que pour un, si on est deux, il faut être le premier, c'est tout. Et en parlant de Bronx, allez donc visiter ce quartier le plus pauvre de New York, et voyez si la solidarité est mise, sans parler de l'espérance de vie de ses habitants. Voilà ce qu'est le revenu de base. Comme pour tout aujourd'hui, on vous le présente dans un joli packaging, mais à l'intérieur du paquet, c'est une arnaque. Voici en avant-première, alors là je suis content de vous le présenter, nous avons la primeur d'un des futurs discours sur le revenu de base de Roxane Meadows. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Roxane, c'est la partenaire de 35 ans de recherche auprès de Jacques Fresco. Donc, d'ailleurs, merci à Seb pour la traduction. Je cite Roxane. « Nous pouvons seulement dire que l'argent achète les ressources, mais que ce sont les ressources qui déterminent ce qui peut être fait. Ce n'est pas d'argent dont nous avons besoin, mais de l'accès aux ressources. Tout ce qui donne de l'argent aux gens finira par devenir corrompu. Le revenu ou l'argent représente en fin de compte des produits ou notre capacité à aider les gens. Notre but ultime est d'offrir directement ce que l'argent achète en fournissant plus de produits tout en les rendant disponibles gratuitement. Ainsi, si vous avez un revenu de base, cela n'éliminera pas un groupe de pouvoir élitistes qui contrôlent et manipulent les lois dans leur propre intérêt personnel. L'ensemble de la constellation des problèmes sociaux et individuels se perpétuera dans la division. Les mécanismes d'achat et d'abus demeureront en place. Le revenu de base pourra prolonger l'agonie du système monétaire et retardera d'autant notre habilité, en tant qu'espèce, d'exceller dans une économie basée sur les ressources, en appliquant les méthodes de la science au système social en entier. Dans cette dernière configuration, notre système éducatif serait modifié de sorte que tous puissent participer à l'intérieur d'une société grandissant exponentiellement par l'apport de la science lorsqu'elle est libérée afin de servir le bien-être des gens.
Une économie basée sur les ressources, une EBR, n'est pas juste la distribution de biens et de services, mais le fait de comprendre comment nous faisons acquisition de notre comportement, d'établir une société soutenable et d'utiliser le meilleur du potentiel humain pour préserver l'environnement. Cela demande beaucoup d'efforts pour mettre en place une économie basée sur les ressources, comme cela le demande pour la mise en place d'un revenu de base. Mais une économie basée sur les ressources serait en mesure de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, de la faim, des privations, de la guerre et de la dégradation environnementale, ce qui n'est pas le but du revenu de base. Nous pensons qu'à la place, il serait plus simple d'apprendre davantage sur une économie basée sur les ressources et contribuer à soutenir cette direction si nous désirons parvenir à une société qui permette à chacun de se surpasser. Voilà, c'était la citation de Roxane Meadows. Donc pour conclure sur ce sujet, je dirais que le revenu de base, c'est comme les restos du cœur. Au départ, c'est une grande idée. Moi qui ai l'âge d'avoir connu Coluche, Coluche il disait un truc du genre, il y a ceux qui disent ce qu'il faut faire, puis il y a ceux qui le font. Nous, on sait ce qu'il faut faire, alors on le fait, voilà, c'est tout. On ne pouvait rien dire là-dessus. C'était bien. Et moi-même, j'ai été bénévole au Resto du Cœur. Les Restos du Cœur, ça a permis à des centaines, voire des milliers de personnes de ne pas mourir de faim dans la rue grâce à l'entraide et au bénévolat. On ne peut pas critiquer les Restos du Cœur si on regarde ça en zoomant. Mais si on prend un petit peu de recul, les restos, c'est quoi? C'est l'institutionnalisation de la misère. On ne remet plus en question la faim, on se dit juste vivement que les Restos du Cœur ouvrent leurs portes. Mieux, on se donne bonne conscience en filant un paquet de nouilles à l'association à la sortie du supermarché. Top du top, on en a même fait du show business, du spectacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concert des enfoirés, ce sont des gens aisés qui font culpabiliser des smicards qui payent leur place pour s'entendre dire qu'ils se doivent d'aider des mecs au RSA. Voilà notre système et voilà comment il fonctionne. Même chose pour les pièces jaunes, le SIDAction, le Téléthon, etc. Demandez aux plus pauvres de s'entraider sous couvert d'être de bonnes personnes. Laissez l'État se désengager en donnant quelques piécettes de subvention plutôt que de remplir son rôle. Félicitez les majors qui font un chèque une fois par an au profit de telle ou telle cause alors qu'ils s'enrichissent sur la misère de cette même cause. Et tout cela en regardant la courbe des profits de quelques-uns et celle de la dette des autres s'envoler vers des sommets icariens. Donc, personnellement, ne comptez pas sur moi pour cautionner ce délire alors que nous détenons la solution pour supprimer la misère, la faim et la guerre. Je comprends qu'on puisse être séduit par le revenu de base, mais ça n'est pas une transition. Voilà. C'est bon? Ensuite, j'ai Jean-Marie qui nous met « Nos ressources ne nous appartiennent plus, elles sont gérées par des technocrates européens et mondiaux. Pour eux, comme pour les grosses sociétés, il n'y a que le profit qui compte. Certaines, plus malines, utilisent souvent l'écologie comme thème de leur image de marque. Que peut-on faire? Le système est bien ancré dans le monde entier, nous ne pouvons que constater l'ampleur des dégâts. » Alors là, c'est sûr, c'est concis comme constat. Hein. C'est impeccable. Comme dit auparavant, on ne peut pas lutter de front contre ce système. Il détient toutes les armes et toutes les parades. Les parades, ce sont les lois. Seule solution pour le moment, cautionner au minimum en attendant l'effondrement inéluctable. Les krachs boursiers se multiplient. C'est un vêtement totalement illimé. Dès qu'il bouge, il se déchire de plus en plus rapidement et conséquemment. Même certaines banques commencent à tomber et on n'a jamais vu autant de suicides de banquiers. Tapez suicide de banquier sur votre moteur et constatez le nombre de résultats. Quelle que soit la partie du monde, on voit que les populations ne peuvent plus suivre et que cette économie s'écroule. Alors il y a un très bon article qui est sorti aujourd'hui ou hier sur Le Monde, qui est fait par Olivier de Schutter, hein, qui est notre modèle agricole est à bout de souffle, où il résume tout à fait ce qui est en train de se passer, et on sait que l'agriculture, c'est toujours le début de la fin quand ça ne va plus. L'histoire du croissant fertile à l'époque des Mésopotamiens, c'est exactement la même chose. Donc conclusion, je pense que pour le moment, on baisse les oreilles et on attend. Si on va au conflit, on relance l'économie. Un conflit, c'est comme une guerre, ça dope le marché. Alors soyez le plus autonome possible, soignez vos réseaux de complémentarité et instruisez-vous pour être efficace le moment venu, sans sombrer dans la peur de l'inconnu. Car c'est là qu'est le frein principal, le facteur clé. Et c'est pour ça que nous avons accès à l'éducation, pendant que l'élite, elle, a accès à l'instruction. Parce que tant que nous serons éduqués, nous aurons peur. Quand on est instruit, on n'a plus peur parce qu'on comprend. Et quand on comprend, on n'a plus peur. Il n'y a plus de cauchemar sous le lit. C'est terminé. Je vous recommande une vidéo qui s'appelle L'instruction intégrale, qui est un écrit de Bakounine. Donc Bakounine, c'était un anarchiste de 1869. Enfin, cet écrit, en tout cas, date de 1869. Et c'est toujours d'à propos, quoi. Donc ça se trouve sur YouTube. Donc on sait que la fin de ce système, ça ne se passera pas forcément dans la joie et la bonne humeur, mais on peut limiter l'impact si on agit au lieu de réagir, et si on s'instruit et qu'on passe l'information aux autres.
Voilà sur quoi moi je voulais conclure. Oh bah dis donc, en plus je suis même juste bien dans les temps. Voilà sur quoi je voulais conclure. J'en rappelle juste pour vous dire que la semaine prochaine, donc on va essayer de changer de formule pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc la nouvelle formule, ça va être une vidéo de quelques minutes, certainement une vidéo de Jacques Fresco, et ensuite on dialogue les uns les autres en débat direct, ce qui sera plus sympa et plus de proximité. Jean, Seb, ou Alors, normalement, il devrait y avoir Mathias, il devrait. j'ai juste compris Mathias. Il y a Mathias qui est en ligne? Il devrait être là. En attendant Mathias, Florian, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, Jean, si tu faisais de la permaculture, est-ce qu'il y aurait des, comment dire, moi aussi je me suis assez intéressé à ça sur ce moment. J'ai acheté 1 hectare de terrain et je voudrais essayer de le cultiver au maximum. Et si jamais il y a des gens du Venus Project ou comment dire, qui veulent m'apporter une expérience ou même venir aider sur le terrain, moi je suis tout à fait d'accord pour essayer de le donner au système, quoi, à ce système-là, pour l'instant. Ah, il n'y a pas encore de Allô? système. Bonsoir tout le monde. Salut Mathias. Salut. Mais ouais, on va partager nos sources et je t'enverrai. Enfin, on va se mettre en contact avec le réseau Permacol si ça t'intéresse. Et partager les savoirs avec plaisir. Super. D'accord. Je pense que le plus simple, c'est que vous vous retrouviez tous les deux par le biais d'un Skype ou quelque chose comme ça, afin de pouvoir partager ce que vous avez à partager. Ouais. Échange de mails. Bonsoir Mathias, ça faisait un petit moment. Comment vas-tu? Oui, ça fait un moment, oui. Ça va très bien. Tranquillement. On se remet un peu. Bien. Tu as pu suivre un peu ce soir? Tu as des choses à rajouter? Oui, j'ai suivi un peu de début. En fait, j'ai lâché quelques questions, mais après, c'était plus des observations généralement. Et bon, après, il y a tellement de questions. Ouais. Voilà. Je ne t'ai pas vu passer dans les questions. Oui, pas de souci. Mais juste pour un truc, pour le revenu de base, enfin, moi, l'impression que j'ai pu avoir depuis le début en suivant cette affaire, c'est que le revenu de base, pour moi, ça a plus l'air d'un pansement, là où on souffre d'une hémorragie. Enfin, c'est l'énergie que j'ai vu mettre, certes, elle est comme tu dis, elle est pas critiquable, dans le sens que l'idée est quand même bonne de départ. Mais après, comme je crois que c'est toi qui l'avais remarqué ou quelqu'un d'autre qui l'avait fait remarquer, c'était une solution qui arrivait un peu tard. Dans le sens que maintenant, ouais. J'avais dit une bonne solution pour les années 60-70, mais qu'aujourd'hui c'est ça. C'est ça. Parce qu'au vu du pouvoir de certaines firmes, je veux dire, ça changera pas le fond de la problématique. Qu'on puisse avoir des moyens pour pouvoir subsister, etc., certes, mais ça va pas changer tous les abus qu'il y a derrière. Donc en gros, tous les effets négatifs de l'économie vont pas s'enlever. On aura juste de quoi manger pour nous personnellement, et encore pas pour tout le monde, parce que certains pays vont pas suivre ce revenu de base. Donc c'est des œillères, j'ai l'impression. C'est un avis personnel, hein, bien sûr. Il me semble aussi, ouais, c'est essentiellement de la survie et pas de la vie. Et au-delà de ça, ça ne va qu'accentuer effectivement les jalousies, quoi. J'imagine quelqu'un qui ne peut pas nourrir ses enfants dans un pays pauvre, connaissant, enfin, il mettra tout en œuvre pour avoir accès à un pays qui est le revenu de base. On voit déjà aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, le miroir aux alouettes qu'a pu être l'Europe à un moment donné. Ça ne sera que pire. Donc ça veut dire qu'en plus, on va s'enfermer dans du communautarisme, on va retrouver les grandes heures du racisme, Déjà dans le système le système dans lequel on est, déjà qu'on est un système qui est très nationaliste, que déjà dans notre façon d'appréhender l'économie. Donc si on fait un revenu de base pour certains pays et pour d'autres non, des partis politiques qui, comme le FN, grandissent aujourd'hui, vont encore gagner en pouvoir dans le sens qu'ils vont se dire non, on doit fermer nos frontières pour les gens qui ne doivent pas venir. Donc encore une chose qui peut arriver en complément de ces projets de loi. C'est ce qui fait un peu peur. Enfin, personnellement, moi quand je vois des gens, là je cite des noms, Soral, etc., qui commencent à gagner en pouvoir par rapport à cette image du communautarisme et autres, je trouve que c'est dangereux, quelque part. Ah ben on revient complètement dans le droit du sang, le droit du sol, enfin bon, alors on va retomber dans tous ces grands travers. Non, bien sûr. Ça fait très très peur. Ouais. Et puis au-delà de ça, effectivement, ça ne reste que de la survie. C'est-à-dire que, comme je disais, enfin là, je viens de comparer avec les restos du cœur, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on institutionnalise
des citoyens à deux vitesses. Enfin, il y aura des citoyens pauvres qui auront... Alors, bien évidemment, on pourra certainement manger, avoir un toit, etc. Mais on n'aura pas accès aux soins, on n'aura pas accès à des projets, à des idées. Ouais, je ne vois pas bien. Ouais, c'est une réserve, comme une réserve amérindienne. Un peu ça. Enfin, maintenant, je comprends que ça puisse séduire, je comprends que certaines personnes partent sur ce sujet. Essayons de projeter. Bien, 22h06, on tient bien le compteur. Merci beaucoup à tous. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, voilà, on regarde 10 minutes. Et puis après, on échange, on dialogue entre vous, entre nous, vous et nous, etc., puisque tout ça, de toute façon, c'est une grande famille. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les deux, là, en direct. Merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous ont encore suivis ce soir. Il y a de plus en plus d'échos, on en entend de plus en plus parler, de plus en plus de retours de questions. Franchement, ça fait plaisir parce que c'est du temps, on y passe beaucoup d'énergie. Et bah, tant mieux si c'est utile. Et comme on vous dit, ça, c'est la partie formation. Pardon, la partie information et bientôt sur C2.0, la partie formation en plus. Voilà. Merci les petits lapins, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ciao.